Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleur d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Fleur d'avocat, ce sont des interviews d'avocats tout âge, spécialité ou lieu d'exercice confondus qui ont pour point commun de s'épanouir dans la profession. Aujourd'hui, mon invité est maître Pierre-François Rousseau, qui est avocat au barreau de Paris depuis 2005. Pierre-François a cofondé le cabinet Filles Avocat et il intervient plus particulièrement en matière de droit du travail et de droit de la propriété intellectuelle. C'est Astrée, pour les intimes sur Twitter @spicyplume, qui m'a recommandé d'interviewer Pierre-François, donc merci beaucoup Astrée. La meilleure manière de soutenir le podcast, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux et aussi de prendre quelques minutes pour laisser un avis et une nuée d'étoiles sur iTunes ou sur votre application podcast préférée. Vous pouvez également, bien sûr, me recommander un ou une avocate épanouie à interviewer pour le podcast, que ce soit par email, bonjour@fleurdavocat.fr, via la messagerie instantanée sur le site internet de Fleur d'Avocat, www.fleurdavocat.fr, ou encore via les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter ou Instagram. Enfin, si vous souhaitez vous inscrire à la formation Bien dans ma robe, n'hésitez pas à utiliser le code promo podcast, PODCAST, pour bénéficier d'un tarif préférentiel. La prochaine session aura lieu au mois de novembre et je vous donne rendez-vous sur le site internet de Fleur d'Avocat pour plus d'informations et aussi pour vous inscrire. Il est temps de vous souhaiter une très bonne écoute. Bonjour Pierre-François Rousseau. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Merci de m'avoir invité. Alors Pierre-François, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Alors, comment un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai fait du droit pour suivre des copines qui faisaient du droit aussi. Et je pense un peu par hasard aussi. Donc c'est pas du tout par choix et par vocation ancienne. Initialement, je m'étais dit que j'aimerais bien être diplomate. Je bien le côté voyage, exotisme, etc. Sauf ça, c'était une idée de lycée ou c'était une idée de début d'études de droit ? C'était plutôt une idée de lycée. Oui. Le problème, c'est que je suis extrêmement mauvais en langue et que, à part l'anglais que je maîtrise à peu près, l'allemand et des langues plus exotiques, j'en avais pas. Donc, je m'étais renseigné sur les concours pour être diplomate, c'était assez compliqué. Donc, j'ai un peu revu à la baisse mes attentes en me disant pourquoi pas magistrat. Puis après je me suis renseigné sur le concours pour être magistrat. J'ai vu que c'était quand même pas très simple. Donc j'ai revu encore à la baisse mes espérances en me disant finalement avocat c'est peut-être pas si compliqué que ça pour devenir avocat. Donc voilà, mais ça c'est venu assez tard en fait. J'ai commencé le droit en sachant pas vraiment que je voulais faire. Je me suis dit ça me mènera quelque part puisque ça sert pour les concours administratifs. Donc voilà, ça me permettra d'aller quelque part. C'est que en licence que je me suis dit tiens, je fais quand même bien des stages pour voir un peu si ça me plaît ou pas comme profession. Et là, j'ai commencé à envoyer des mails. En fait, j'ai envoyé des mails aux seuls avocats qui avaient des mails à l'époque, parce que c'était en 2000. Donc, c'était pas forcément très fréquent. Et en fait, j'ai eu 2 avocats qui m'ont répondu. Donc, j'ai fait 2 stages dans 2 cabinets totalement différents. Et ça m'a plu. Donc, c'était quoi comme cabinet ? Alors, il y avait un cabinet. Alors, c'était des petits cabinets les deux. Mais il y avait un cabinet qui était un cabinet de un peu le cabinet d'avocat Image d'Épinal, l'avocat tout seul dans un petit cabinet en rez-de-chaussée avec je crois qu'il y avait une collaboratrice, un collaborateur, une stagiaire, on était 4 dans un bureau, enfin c'était vraiment un peu la caricature du petit cabinet. Et il faisait quoi comme Il était très généraliste, il faisait un peu de tout, un peu de beaux commerciaux, un peu de responsabilité civile, dommages corporels, il faisait vraiment un peu de tout. Donc je savais pas grand chose parce que j'avais 3 ans de droit, donc j'étais pas très opérationnel. Mais ce stage, il a duré combien de temps ? Il a duré 1 mois. C'est 2 stages qui ont duré 1 mois. Un en juillet, je crois, l'autre que j'avais fait au mois d'août. Et l'autre, c'était dans un cabinet un peu plus... on était dans le 8e arrondissement, dans des grands bureaux assez grands. C'était cabinet de fils de bâtonnier. Je sais pas si le père bâtonnier avait lui-même été fils d'avocat. Enfin, c'était vraiment la famille un peu plus aristocratique de la profession. Ambiance un peu plus feutrée aussi, mais très sympathique. Et là, pour le coup, plus orienté conseil, droit des sociétés. Mais c'était intéressant aussi parce que du coup, j'ai fait une consultation très précise sur un sujet très, pour le coup, très précis. Ça m'a donné aussi une vision un peu moins contentieuse des choses, mais c'était intéressant. Et donc, à la fin de cet été de stage, les conclusions ? Que c'était, oui, ça me plaisait, quoi. Et qu'on n'était pas non plus dans le côté un peu,
un peu l'image d'Épinal des étudiants en droit qui veulent faire du pénal, qui veulent forcément défendre aux assises, enfin le truc un peu bateau, un peu cliché. Là, on était quand même sur quelque chose d'un peu différent, mais qui me plaisait quand même. Donc, parce que il y avait le côté un peu aussi stratégie. Dans un des stages, j'avais dû faire réfléchir à comment récupérer de l'argent pour une créancière. Et du coup, il y a quand même le côté est-ce qu'on fait une saisie conservatoire ou pas, est-ce que on va directement référer. Bref, le côté un peu stratégique aussi, un peu art de la guerre, quoi. Comment on arrive à ce qu'on veut, par quels moyens, et pas forcément juste réfléchir comme un cas pratique, quoi. Et donc là, on est à la fin de la licence. On enchaîne sur les masters. Là, avec l'idée de devenir avocat déjà. Pour le coup, le projet s'est affiné. Oui. À partir de toute façon, c'est facile. À la fin de la licence, à la fin de la licence, je suis rentré en maîtrise, parce qu'à l'époque, c'était encore le système maîtrise DEA, DESS. Et quand je suis rentré en maîtrise, je me suis aussi inscrit à l'IEJ. Donc de toute façon, à ce moment-là, je savais que j'allais au moins vouloir passer des examens pour rentrer à l'école d'avocat, et on verra ce que ça donne. Donc du coup, j'ai fait en maîtrise les deux en parallèle, la maîtrise et l'IEJ, et ce qui fait que j'ai passé l'examen pour rentrer au CRFPA en même temps que je faisais mon DEA, mon master 2. Et donc je l'ai eu comme ça, sans prépa, mais moi ça me semblait pas insurmontable. L'IEJ m'avait plutôt bien préparé. Puis voilà, et puis je suis rentré à l'EFB l'année suivante, du coup. Et alors l'EFB, ça s'est bien passé? À nouveau des stages, du coup? Alors, quand je suis rentré, l'année où je suis rentré en maîtrise, en DEA, tous les étés ensuite qui ont suivi, j'ai voulu faire des stages. C'est-à-dire, je me suis pas arrêté en me disant, tiens, je fais des petits stages d'observation, c'est sympa. Je me suis dit, je vais faire quand même des stages tous les ans pour voir d'autres choses. Et en fait, j'ai fait un stage dans un cabinet j'avais voulu faire des stages dans des cabinets qui faisaient du droit de la presse, parce que je trouvais que ça pas mal. C'était à la fois assez bien pour tout ce qui était oral, et en même temps assez juridique. Ça combinait quand même deux trucs que j'aimais bien aussi, le pénal, parce que il y avait quand même un côté plaidoirie, et le côté technique juridique. Donc j'ai fait des demandes de stage dans tout un tas de cabinets, pareil, en prenant l'annuaire du barreau, droit de la presse. Et en fait, j'ai envoyé, 100 mails, j'ai eu quelques réponses, et donc j'ai une maître de stage qui m'a pris en stage, je crois que c'était en 2002. Et ça s'est bien passé, j'ai fait 3-4 mois, puis elle m'a demandé de rester après l'été. Donc j'ai fait ça à temps partiel en même temps que mon débat. Et puis ensuite, du coup, quand je suis rentré à l'FB, j'ai demandé si je pouvais faire mon prestage chez elle. Elle m'a dit OK. Et en fait, elle m'a pris comme collaboratrice, comme collaborateur. Donc ça a été assez facile. C'est-à-dire que, en gros, voilà, ça s'est bien passé. C'était un cabinet, il y avait 3 associés, qui faisaient beaucoup de propriété intellectuelle. Alors c'est pareil, c'était un domaine dans lequel j'avais pas du tout d'aspiration au départ. Un jeu de cabinet de propriété intellectuelle, avec des beaux dossiers, avec des artistes, des musiciens. Donc c'était assez intellectuellement, puis même c'est satisfaisant quand on voit des dossiers sur des gens qu'on connaît, qui sont connus. C'est toujours plus un petit côté sympa, quoi, quand on est jeune. Ça brille. Voilà, exactement. Et donc c'était bien. Il y avait 5-6 collaborateurs. L'ambiance était assez bonne entre collaborateurs, donc c'était assez agréable. Assez agréable pour avoir envie d'y rester comme collaborateur. Exactement. Ouais, les dossiers étaient sympas, l'ambiance du cabinet était bonne, donc voilà, tout était au beau fixe. Donc, du coup, je suis resté comme collaborateur pendant. En tout, j'ai fait 4 ans entre stagiaire plus collaborateur. J'ai fait 4 ans. C'est-à-dire qu'en gros, je suis parti début 2007. Et comment se sont passées ces années de collaboration? Elles se sont passées bien. Alors, l'ambiance entre collaborateurs était très bonne. Les 3 associés étaient assez différents dans leur approche. Ils avaient 3 personnalités assez différentes. Au départ, on bossait pour les 3 associés, puis ils se sont assez vite dit qu'il allait mieux affecter des collaborateurs aux associés de manière pérenne. Ce qui nous a pas convenu trop, parce que c'est quand même assez agréable d'avoir des interlocuteurs différents, parce que chaque associé a sa manière de travailler. Quand on est en train d'être formé, c'est intéressant de voir comment chacun fait. Et il se trouve que moi j'ai été affecté à l'associé et eux. Il y avait une femme et 2 hommes, mais donc les 3 avaient des personnalités assez différentes. L'associé femme était plutôt dans l'affect, et pas trop dans la formation. Alors c'est un côté positif, parce que du coup on est tout de suite mis dans le bain. L'image, c'est l'image
du gamin qu'on met dans l'eau et qu'on voit s'il sait nager tout seul, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'avantage, c'est que du coup, on traite les dossiers de A à Z, on plaide quasiment tout de suite, des beaux dossiers. Moi, j'ai plaidé, mon premier dossier que j'ai plaidé, c'était pas un truc de recouvrement sans problème, c'était un beau dossier de droit des marques et de contrefaçon que j'avais pu suivre en tant que stagiaire. Mais le côté négatif, c'est qu'on est moins bien formé, parce que du coup, on n'a pas quelqu'un qui nous tient un peu la bride pour nous dire non, ça, faut plutôt pas faire ça, faut plutôt faire ça, qui relie les écritures. Donc, on avait un autre associé qui était un peu plus éruptif. Donc ça, avec moi, ça se passait bien, parce qu'il fallait savoir le prendre, mais avec d'autres, ça se passait moins bien. Et le troisième, qui était un peu plus cadré, cartésien, qui était plus formateur. Malheureusement, c'est pas lui que j'avais comme associé référent en disant choisi de splitter en différents collaborateurs. Donc voilà, c'est pour ça que ça a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, j'avais envie de faire autre chose. Et surtout, j'atteignais le seuil où cette manière de gérer les dossiers me satisfaisait pas. J'avais besoin d'être un peu plus formé déjà et d'avoir un interlocuteur qui soit un peu plus mentor que juste voilà. Plus de challenge en fait. Le challenge, il était là parce qu'en même temps, il y avait le stress en fait, ce que je lui reprochais principalement, c'est de voir les problèmes une fois qu'ils s'étaient posés et pas en amont. Alors que le but d'un manager, c'est de voir les problèmes, de les anticiper, de vérifier que le travail est bien fait avant qu'il soit envoyé au client. Et s'il se pose un problème ensuite, de trouver des solutions. Alors que là, la seule chose qu'on avait en face, c'était le constat du fait qu'il y avait un souci, qu'il fallait régler, mais c'était pas elle qui nous aidait à le régler. Et donc ça, je trouvais ça pas forcément très satisfaisant à moyen terme ou à long terme, parce qu'en gros, ça fait pas progresser, quoi. Et donc, quel a été en fait, moi j'ai eu de la chance de quasiment jamais avoir vraiment cherché ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un pote qui m'a dit j'ai une offre dans le cabinet où je suis, c'était un beau cabinet d'affaires américain. J'y suis allé, j'ai fait des entretiens, on s'est retrouvés à deux, et puis il me disait oui mais on comprend pas pourquoi vous voulez plutôt faire du contentieux général alors vous faites de la PI aujourd'hui. Finalement ils ont pris l'autre candidate. Et puis il y a un autre cabinet dans le même domaine où j'étais, une collaboratrice que je connaissais m'a appelé, m'a dit il y a une place qui se libère, est-ce que tu veux venir? J'ai fait l'entretien, c'était bon, donc je suis parti après. Donc ça a duré pareil 1 an et demi. Et alors? Alors c'était rigolo parce que c'était un cabinet beaucoup plus petit, il y avait juste l'associé, ma copine collaboratrice et moi, on était 3, une assistante qui était là depuis ouais c'est ça, je pense qu'elle a dû commencer avec lui et qu'elle a fini avec lui, donc comme ça. Et ça se passait bien, alors c'était beaucoup plus familial, mon patron était très bien, je pense que alors il était plus âgé aussi, ma patronne elle était plutôt dans la 30-35-40, lui il était plutôt il approchait les 60 voire un peu plus, donc c'était un peu aussi intéressant de voir un avocat un peu en bout de course, pas forcément en fin de course mais en bout de course, de voir un peu ce qu'il fallait pas faire, parce qu'en fait moi je voyais aussi le côté seul associé à 60 ans, les clients qui dans un domaine où les clients sont pas forcément très fidèles et un peu versatiles, le fait de pouvoir se retrouver du jour au lendemain avec des clients qui partent parce que on ne renvoie pas une image très positive parce qu'on commence à vieillir, etc., qu'on a des problèmes qui se posent. La modernité, tout ça. Voilà, c'est ça, le côté, oui, en plus il y a le côté, c'était un peu marrant parce que la secrétaire imprimait les mails, lui ne tapait aucun mail, n'avait pas de PC sur son bureau, il y avait un côté un peu archaïque, un peu anachronique. Il faisait les modifications dans les contrats à la main, c'est la secrétaire qui les tapait ensuite. Donc c'était aussi le mode de fonctionnement était un peu ancien, mais c'était quand même assez formateur parce que pour le coup, il était vraiment, quand il y avait des questions morales, il y avait vraiment du répondant, il y avait vraiment une stratégie, etc. Donc ça, c'était intéressant. Il y avait beaucoup de recul sur ce qu'il faisait. Aussi, et puis vraiment, il y avait une vraie réflexion, il y avait une vraie intelligence dans sa démarche. C'est-à-dire que quand il réfléchissait vraiment à tout, il a une vision beaucoup plus juridique des choses, même dans les négociations. Intellectuellement, c'était plus intéressant pour moi, mais le mode de fonctionnement était un peu moins moderne. Le côté positif aussi, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des clients perso, et j'ai eu de la chance à ce moment-là aussi parce que lui, il en avait moins de clients à lui, et donc j'avais plus de temps pour traiter mes dossiers perso, ce qui fait que du coup, d'une certaine manière,
moi, ça m'arrangeait. Lui, je pense que ça arrangeait pas trop d'avoir moins de clients, mais le fait est que ça s'est bien goupillé. J'ai eu de la chance aussi par rapport à ça. Et ces clients personnels, vous êtes allé les chercher? C'est Alors, une démarche de développer une clientèle personnelle ou oui, c'est tombé ça, pour le coup, alors, quand j'ai prêté serment en 2005, quand j'ai prêté serment, je me suis tout de suite inscrit aux formations pénales parce que, en fait, dans mon esprit, on peut pas être avocat si on fait pas des commissions d'office et si on fait pas un peu de pénal. C'est pas, ça fait partie de la profession. C'est-à-dire, de même que quand on est médecin, si un jour on est dans un avion, dans un train, et qu'on dit on a besoin d'un médecin parce qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, le médecin va se lever, qu'il soit dermato ou qu'il soit je sais pas quoi, il va être obligé d'aller s'occuper de la personne qui va pas bien parce qu'il est médecin. Là, en tant qu'avocat, je pense que c'est la base. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, j'ai toujours conçu ça comme ça, ce qui fait que dès le début de mon exercice, je me suis inscrit aux formations et que dès le mois de juin 2005, j'étais inscrit sur les listes du bureau pénal. J'ai fait les permes. J'ai toujours dit à mes patrons, je suis de perme, j'y vais, etc. Et ça avait posé problème ou jamais? Alors, moi, quand j'étais arrivé dans le cabinet, on m'avait dit, attention, ils aiment pas quand t'as des clients, etc. Fais attention. C'était qui le on? Les autres collaborateurs m'ont dit, et le on, c'était les associés. Donc les autres collaborateurs, on m'a dit, les autres collaborateurs vous ont dit... Voilà, les autres collaborateurs me disaient, c'est pas top, etc. Fais attention. Moi, j'ai dit, on verra bien, de toute façon. Et j'ai pris le parti, quand j'étais collaborateur, de jamais donner mon emploi du temps exact à mes patrons en disant je serai pas là pour telle ou telle raison, sauf s'il y avait vraiment une raison impérieuse. Dans ce cas, je disais oui, je peux pas, j'ai telle audience, mais en gros, j'ai jamais rendu de compte sur mes audiences ou sur mes permes. J'en avais pas 10 milliards, j'en avais une fois de temps en temps, tous les 3 mois, donc c'était pas non plus insurmontable pour eux, mais je voulais pas qu'il y ait un contrôle de leur part de ce que je faisais. En gros, si j'étais pas là l'après-midi, ils me disaient vous étiez pas là, j'étais de perme. En gros, je voulais pas qu'il y ait de contrôle a priori. Et en fait, ça n'a jamais posé de problème. Ma patronne m'a jamais dit c'est pas normal que vous soyez pas là, etc. Donc en fait, quand vous aviez une perme, vous annonciez quand même au cabinet que vous alliez pas être là? Sans demander l'autorisation ou est-ce que vous étiez pas là? En fait, je disais à la personne de l'accueil, je disais là je pars, je suis en perme, ce qui fait que si on me demandait où j'étais, elle savait où j'étais, mais en gros je n'ai jamais. C'était pas une demande d'autorisation? Non. Et d'ailleurs c'est pareil pour les congés. Je me souviens parce que le mail que j'envoyais pour mes congés, c'était pas est-ce que je peux partir de telle date à telle date, c'était je serai pas là de telle date à telle date, est-ce que ça pose problème? Dans mon approche avec mes patrons, j'ai toujours parti du principe que j'étais pas salarié, que je faisais ce que je voulais dans la limite de l'intérêt du cabinet et de mes patrons. Et ça n'a en fait jamais posé de problème. Ma patronne n'était pas la patronne la plus cool du monde, hein. Elle était stressée, elle était stressante, elle pouvait être très chiante, mais ça n'a jamais été, j'ai jamais eu de menace, enfin voilà. Donc, ma théorie, c'est que un patron, c'est assez violent comme image, mais maintenant que je suis patron, je peux le dire d'autant plus facilement que un patron, c'est comme un chien, faut l'éduquer. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on pourra pas avoir de dossier perso parce que c'est ce qu'on nous a dit, effectivement, le patron, il va pas vouloir, enfin, il va pas laisser les choses se faire. Mais si on lui impose un peu comme on éduque un chien, ça peut aussi bien se passer. De toute façon, je pense que fondamentalement, un patron qui refuse à son collaborateur d'avoir des dossiers perso ou qui a une attitude assez complexe avec ça, il faut pas rester ou alors faut l'accepter. Mais pour moi, si on est avocat, c'est pour un jour ou l'autre s'installer ou s'associer. Donc, si on n'accepte pas les dossiers perso, c'est problématique, quoi. Donc du coup, j'ai commencé à avoir des petits dossiers d'AJ en 2005, à avoir des petits dossiers de commission d'office, donc c'était encore une fois tout à fait limité. Et puis, j'avais la chance à l'époque d'être dans le régime du stage, qui n'existe plus. Pendant 2 ans, on devait faire des formations. On avait, je crois, 180 heures de formation à faire sur 2 ans. Et des formations gratuites qu'on faisait avec l'EFB en l'occurrence. Et ça m'a vachement aidé parce que j'avais pris 2 formations dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais au quotidien. Une formation en droit routier, droit du permis de conduire, et une formation en préjudice corporel. Et donc, une fois que j'avais fait ça, j'ai commencé à dire autour de moi et à mes copains avocats et mes copines avocates, voilà, je fais des dossiers de permis,
j'avais vu à l'époque que c'était un truc qui marchait pas trop mal et qui n'était pas extrêmement compliqué juridiquement. Et en fait, j'ai commencé à avoir des dossiers par des copains avocats, comme ça. Et donc, ça m'a permis de petit à petit avoir un fonds de dossier perso et un fonds de petit complément d'honoraires grâce à ça. Donc vraiment l'idée, je m'inscris à des formations dans des matières que je ne fais pas en cabinet pour étendre mon domaine de compétences et aussi dans des matières où il y a de la clientèle individuelle. Enfin voilà, où ça peut être des clients qui viennent par comme ça le bouche à oreille de façon peut-être moins compliquée que la clientèle institutionnelle. En fait, j'avais pas du tout de... C'était pas théorisé comme ça. Ouais, c'était pas très théorisé, mais c'était surtout que à l'époque, j'étais quand même assez relativement jeune. Donc, mais vous l'êtes encore. Mais en gros, j'avais 25 ans, donc 25-26 ans, c'est difficile de choper des sociétés, parce qu'on n'a pas forcément les contacts. Moi, j'avais pas de réseau particulier, mes parents sont pas, j'avais pas des parents ouvriers, j'avais des parents qui étaient cadres supérieurs, mais j'avais aucun proche qui était dans le milieu du droit. Ils avaient pas des postes particuliers dans des entreprises qui m'auraient permis d'avoir des dossiers par le biais de leur réseau. Donc au final, on fait, moi j'ai fait un peu par son intérêt. Je me suis dit c'est des domaines, le permis de conduire et le préjudice corporel, c'est des trucs assez récurrents. C'est-à-dire que c'est ce sur quoi j'ai le plus de chances de toucher les gens, et c'est surtout des trucs assez techniques qui font que justement des confrères vont pouvoir m'envoyer des dossiers. Et après ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai eu une copine qui m'a envoyé un dossier en permis. Et puis, en fait, le client qu'elle m'avait envoyé m'a recommandé un de ses copains et ainsi de suite, quoi. Ouais. Donc, au final, ça va relativement vite. Et puis après, c'est aussi le réseau des amis. C'est-à-dire que les amis, à 25 ans, ils sont un peu comme nous, ils sont un peu étudiants où ils démarrent. Et puis, petit à petit, ils commencent à prendre aussi un peu d'importance. Puis, voilà, ils ont des problématiques un peu plus intéressantes que des problématiques d'étudiants ou autres. Et du coup, voilà, c'est comme ça aussi qu'on grossit. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça a marché pour moi. Ouais. Et donc, vous êtes dans cette deuxième collaboration. Votre patron a un peu moins de dossiers. Vous, en parallèle, vous avez une clientèle qui fleurit. Une clientèle, du coup, principalement dans ces domaines, droit routier, dommages corporels, pénal. Ou vous aviez aussi de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire ce que vous faisiez en tant que collaborateur. J'avais quelques dossiers en propriété intellectuelle que j'avais eu, pas en piquant des dossiers mes patrons. Ça, j'ai jamais fait. Mais voilà, justement, indirectement, parce que une copine a laissé tomber la robe, donc elle m'a filé ses clients en me disant occupe-toi d'eux puisque moi je suis plus avocate. Donc voilà, ça m'a fait des clients en plus. Puis après, comme ça se passait bien, on récupère d'autres clients comme par ce biais-là. Donc je continuais un peu en propriété intellectuelle. Je faisais un peu de permis, ça mettait du beurre dans les épinards, ça m'intéressait pas spécialement, mais intellectuellement c'était assez limité, mais bon, c'était rémunérateur. Et puis alors le domaine que j'ai beaucoup développé de manière un peu fortuite, mais j'ai commencé à en faire en fait dans le premier cabinet où j'étais, un peu par hasard, parce qu'ils en avaient et que fallait le traiter. Puis j'en ai fait un peu aussi à l'aide juridictionnelle, c'est du droit du travail. J'avais pas de formation particulière en dehors de la fac sur ce domaine-là. Puis je me suis formé dans le cadre du cabinet. Et ça, j'en ai eu pas mal. J'ai commencé à faire pas mal de droit du travail. Et petit à petit, j'en ai fait de plus en plus. Aujourd'hui, c'est quasiment la moitié de mon chiffre d'affaires. Mais voilà, petit à petit, j'ai fait de plus en plus de droit du travail. Et pareil, c'est par le bouche à oreille, c'est les copains. Au début, on aide un peu les copains. Puis après, on aide les copains des copains, les copines des copains. Puis après, c'est les copains des copains des copains. Puis c'est les collègues. Et puis voilà, ce qui fait que finalement, il y a un effet d'entraînement qui peut être assez important. Et donc, 1 an et demi, cette deuxième collaboration? Alors, en gros, voilà, là, cette deuxième collaboration, mon patron me dit, économiquement, j'ai plus les moyens d'avoir 2 collaborateurs. Alors, il nous dit ça tous les deux. Il nous dit, voilà, vous êtes 2. Décidez entre vous qui part. Donc évidemment, étant le dernier arrivé, et puis à l'époque n'ayant pas de charge de famille, alors que ma copine en avait, ma collègue collaboratrice, qui était aussi une amie, avait aussi un enfant, j'ai dit c'est moi qui vais partir. Et en fait, j'ai rappelé un des 3 associés de mon premier cabinet, qui était entre-temps parti, pour monter tout seul son cabinet avec d'autres collaborateurs. Je l'ai appelé. Vous aviez gardé contact? J'avais gardé contact. En fait, il se trouve qu'il m'a appelé au moment où j'allais dans ma deuxième collaboration. Je sais pas si c'est très clair parce que nous poursuivons les 3. Mais donc, au moment où je partais pour chez mon deuxième patron, cet associé m'appelle en me disant voilà, je pars, mais est-ce que
tu voudrais devenir collaborateur? Je lui dis, bah, je viens d'accepter chez quelqu'un d'autre, donc c'est compliqué. Et puis voilà. Et puis en fait, quand deuxième collaboration finissait, je l'ai appelé en disant, bah voilà, maintenant je suis dispo, est-ce que tu veux bien de moi? Je lui ai dit, sachant que voilà, j'ai quand même déjà pas mal de dossiers perso, moi je suis prêt à accepter une collab avec une rétro. À l'époque, j'ai commencé à 3000 en première année, en collab première année, donc c'était un peu plus que minimum UGA, et puis j'ai fini à 4000 et je disais, je veux pas gagner plus, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est développer ma clientèle perso. Donc j'ai pas envie, voilà, c'est pas l'argent qui m'intéresse dans la rétrocession, c'est le côté fixe. Donc voilà, les choses étaient claires entre lui et moi. C'était, j'ai des dossiers perso, j'en ai pas suffisamment pour être à temps plein, et je vais pas non plus être à mi-temps parce que j'ai plein de dossiers, mais j'en ai suffisamment pour que ça puisse être embêtant pour un patron. Donc voilà, on joue carte sur table. Je veux même pas gagner plus. Je lui ai même proposé, je crois, d'être à 4/5e, etc. Il m'a dit, bon, ok, tu viens à plein temps, on verra. Donc je suis rentré chez lui à plein temps. Je suis rentré fin 2008. Ça a été une grosse année, c'est-à-dire que je pense que 2009, j'ai bossé quasiment un week-end sur deux, enfin un samedi sur deux, quasiment, mais pas parce que j'avais trop de travail avec le cabinet, c'est que j'avais trop de travail globalement, et que il fallait que je travaille à la fois sur mes dossiers perso et sur mes dossiers du bureau, et qu'il fallait que je travaille à peu près bien. Donc ça devenait compliqué. Donc on s'est vu lui et moi fin 2009. Où il m'a dit, écoute, c'est compliqué, je vois que tu mets plus de temps à rendre certains trucs, etc. Je lui ai dit, bah ouais, moi je trouve que j'ai l'impression de bosser moyennement tous mes dossiers, et ça me satisfait pas non plus. Surtout que pour le coup, je bossais beaucoup, c'est-à-dire que, alors, peut-être pas autant qu'en gros cabinet jusqu'à 4h du matin, mais je bossais au moins un samedi sur deux, et bon, ça me semblait déjà pas mal. Donc j'ai dit, effectivement, c'est pas satisfaisant. Il m'a dit, réfléchis. Je pense que lui, il voyait plutôt les choses comme essayer de bosser un peu moins, de mettre de côté plus de dossiers perso, peut-être de sélectionner plus tes dossiers, pour être plus sur du qualitatif que sur du quantitatif. Moi, je l'ai plutôt vu comme un peu le signe que voilà, c'était le moment. Ça faisait 5 ans que j'étais collab. Je me suis dit, en gros, j'ai regardé les chiffres. J'ai vu qu'à peu près, j'ai eu de la chance. Hein, c'est vrai que cette année-là, j'ai eu, en fait, fin 2009, j'ai eu plein de dossiers qui sont entrés, des dossiers assez intéressants et potentiellement assez rémunérateurs en droit du travail. Donc j'ai eu aussi cette chance-là, c'est que ça se goupillait pas trop mal. Donc j'ai dit ok. Moi, je suis revenu vers lui, j'ai dit bah écoute, au 1er janvier, je pars et je m'installe. Comme je suis un peu fourmi et que l'ANAFA m'avait bien dit il faut mettre de côté la moitié de ce que vous gagnez pour les charges et pour les impôts. Du coup, tous les ans depuis que j'avais commencé comme avocat, je mettais la moitié. Sur 3000 que j'ai gagné, il y avait 1500 euros auxquels je touchais pas. Mais du coup, ça fait que j'avais beaucoup de provisions de côté quand je me suis installé et donc j'avais au moins de quoi payer un an de loyer de bureau en sous-location. Je me suis dit, même si je gagne 0, je peux me payer un an de loyer. Donc si dans un an, ça marche pas, bah, je redeviens collaborateur. Et puis, c'était pas possible que je gagne 0, puisque à minima, j'aurais eu les permes pénales, à minima, je faisais les gardes à vue. Et ça, j'avais fait mes petits calculs, mais en gros, entre les dossiers perso et les permes, je pouvais arriver à peu près à gagner 3000 euros par mois. Bon, j'avais pas d'enfant, ma femme avait son job, etc. Donc c'était pas un engagement financier colossal. Donc c'était gérable. Donc je me suis dit, on va tenter le coup. Donc j'ai cherché des bureaux. J'étais parti dans l'idée que fallait que je trouve un bureau. Je pouvais pas faire une domiciliation. Je me suis dit, si c'est pour bosser de chez moi, j'y arriverai pas. Donc j'ai cherché des bureaux assez sympas avec des gens potentiellement qui pouvaient m'apporter des choses et à qui je pouvais apporter des choses. C'est-à-dire que je me suis pas dit, je vais forcément essayer de trouver un endroit où ils vont me donner des dossiers, mais je vais quand même essayer de trouver un endroit où potentiellement ça pourrait être intéressant où ils n'ont pas ce que moi je peux leur apporter, c'est-à-dire le côté propriété intellectuelle et éventuellement le côté droit du travail. C'est de faire un peu de complémentarité. Voilà, exactement. Et en fait, j'ai trouvé des bureaux dans un cabinet. Alors, c'était un peu plus cher que ce que je m'étais fixé comme budget, mais je me suis dit déjà, l'adresse était pas mal, c'était Boulevard Haussmann. Et surtout,
j'ai plutôt bien fait parce qu'en fait, ils m'ont apporté des petits dossiers. Ça n'a jamais été des choses considérables, mais suffisamment pour que le gap soit intéressant. Puis l'ambiance était bonne, c'était un cabinet jeune avec des gens sympas. L'ambiance était bonne, donc voilà, moi j'étais ravi. Enfin voilà, il y a un côté assez pesant quand on s'installe parce que on est quand même tout seul dans son bureau. Quand j'ai visité les locaux, j'avais vu des cabinets avec des vieux confrères, avec la porte fermée, enfin un côté un peu glauque. Je me suis dit j'ai pas envie de ça. Je préfère être avec des gens avec qui je pourrais parler, déconner, etc. Donc du coup, j'étais ravi du choix que j'avais fait. Et puis ça a duré 3 ans puisque j'ai commencé en 2010 et je suis resté 3 ans tout seul en sous-locataire. Et alors, ces débuts? C'était bien. Il y a un truc assez sympa. Je pense que tous les collaborateurs qui s'installent doivent avoir la même chose. Il y a une espèce de nuage de poids sur les épaules quand on est collaborateur. Enfin, moi j'avais, alors que je suis pas de nature stressée, mais quand on est collab, moi il y avait un truc, c'était le rentrer au bureau et voir la boîte mail. Parce qu'à l'époque, je sais pas, on n'avait pas les smartphones. En 2005, les smartphones n'existaient pas encore de manière très performante. En tout cas, c'était pas quelque chose de très répandu. Donc pour moi, il y avait vraiment ce côté, je rentre d'audience, je vais avoir les mails du bureau qui vont arriver et je vais avoir plein de nouveaux travail, de nouvelles tâches qui vont m'être assignées. Et ça me stressait. Et le jour où on n'est plus collaborateur, il y a une espèce de... Moi, le premier jour où j'étais plus collaborateur, j'avais vraiment l'impression d'avoir une sorte de nuage qui monte, qui est plus au-dessus de mes épaules, de poids qui sort et qui part. Et c'était pas remplacé par l'équivalent, mais version dossier perso? Ben non, en fait, parce que... Non, déjà, moi, je suis pas stressé de nature, donc mes clients ne me font pas stresser, en tout cas pas de manière irrationnelle et pas... Donc, il y avait le stress de rentrer les honoraires, etc., mais pas au même niveau que le stress des tâches qui s'accumulent qu'on maîtrise pas. C'est intéressant parce que finalement, qu'un associé envoie un mail pour dire est-ce que tu peux me revoir ce contrat, ou que ce soit un client qui dise cher maître, est-ce que vous pourriez me faire une revue de ce contrat? Enfin, c'est le même contenu. Et en fait, le fait et la même absence de maîtrise de ce qui peut tomber et quand ça va tomber. Et donc, c'est intéressant que le fait que ce soit plus de l'associé premier client, mais des clients qui viennent, et ben, ça ait disparu quand même comme source de stress. Mais c'était, voilà, c'est intéressant, quoi. Ouais, moi, ça m'a toujours paru assez différent, en fait. C'est mes clients, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est moi qui maîtrise les gens, c'est moi qui les choisis. Enfin, on est toujours un peu choisi par ses clients, mais on choisit aussi ses clients, c'est-à-dire que... Vous avez refusé des clients? Refuser non, mais j'ai jamais dit à un client je prendrai pas votre dossier. Mais par contre, je m'exprime avec eux d'une certaine manière qui fait qu'il y en a peut-être qui n'ont pas voulu travailler avec moi parce que la manière que j'avais de leur dire les choses leur convenait pas. Au premier rendez-vous, il y a un feeling qui se fait ou qui se fait pas, voilà. Et je pense, et c'est souvent l'occasion de voir si ça colle ou pas. Et de toute façon, je pense que on a les clients qu'on mérite et les clients nous ressemblent. C'est-à-dire que et ça, je l'ai vu quand j'étais collaborateur avec mes patrons. C'est-à-dire que j'ai fait 3 patrons différents, et ben les clients des 3 patrons ressemblaient à mes patrons. C'est-à-dire que la patronne un peu stressée, plutôt dans l'opérationnel que dans la réflexion, bah elle avait des clients qui étaient un peu pareils, qui voulaient plutôt le résultat et pas forcément le processus qu'il y avait derrière. Le patron un peu plus cool mais intelligent, bah il avait des clients cool mais qui étaient assez futés, et le dernier qui était très carré, très intelligent aussi mais très précis, très carré, il avait des clients très précis, très carrés. Donc c'est très rigolo parce que après je sais pas, entre personnes qui parlent la même langue. Après c'est normal, quand on travaille avec quelqu'un et qu'on a le choix de travailler ou pas avec quelqu'un, bah on va plutôt vers la personne qui nous ressemble et la méthode de travail nous ressemble. Donc c'est pour ça que le stress est moins fort pour mes clients perso, parce que du coup c'est des clients que je maîtrise, qui sont les clients que j'ai voulu avoir et qui ont voulu venir me voir parce qu'ils savent comment je travaille. Donc c'est pour ça que ça se passe quand même plus facilement pour ces clients que pour les clients du cabinet. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Donc ouais, le 1er janvier quand je me suis installé, c'était vraiment vraiment agréable. Après il y a la partie où on se dit bon, bah maintenant comme j'avais déjà un fond de dossier
on a quand même des choses à faire, c'est-à-dire qu'on a des échéances, donc on s'y met dessus. Et puis, je me souviens qu'en mars, donc j'étais un peu, pas désœuvré parce que j'avais quand même des choses à faire, mais il y avait quand même un petit creux. Donc là, je me suis dit, bah tiens, je vais écrire un article, parce que tant qu'à faire, essayer de faire des actions de communication. Donc j'ai écrit un article sur un sujet assez pointu en propriété intellectuelle, en la musique, mais ça m'a intéressé. Vous vous souvenez de pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet? Est-ce que c'était un truc d'actualité sur lequel vous avez rien vu? En fait, c'est un sujet que je connaissais bien parce qu'en fait, c'était sur des sujets que j'avais traités dans le premier cabinet où j'étais. Donc, c'est des problématiques que je connaissais bien intellectuellement. Un sujet qui m'intéressait parce que pour le coup, je trouvais que ce qui était écrit sur le sujet était la doctrine. Mais, en gros, c'était un sujet sur les sociétés de gestion collective en matière d'artiste-interprète. Et bref, c'est assez technique. Et moi, le débat était intéressant et je voulais essayer de donner un son de cloche un peu différent. Je sais pas si mon article est très intéressant au final, mais moi, ça m'avait intéressé. Vous aviez identifié un truc sur lequel vous vouliez ajouter quelque chose. C'est ça. Je me suis dit, tiens, il y a ce truc qui tombe. Est-ce que j'ai proposé à la revue en question si ça les intéressait. Ils m'ont dit OK. Et puis du coup, ça m'a permis de faire un truc que j'avais pas jamais fait jusqu'à présent. Alors, très concrètement, ça n'apporte rien, pas grand-chose, d'un point de vue client. D'un point de vue sous, ça rapporte rien non plus, pas grand-chose non plus. Mais intellectuellement, c'est assez enrichissant, quoi. Et puis en fait, c'est reparti, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué que c'est une profession où on se plaint quand il n'y a pas assez de travail, on stresse parce qu'on dit tiens, il n'y a pas de dossier qui rentre, donc il n'y a pas d'argent qui rentre, et puis quand il y a trop de dossiers, trop de boulot, on se dit, on stresse aussi parce qu'on se dit comment je vais faire, parce qu'il y a trop de trucs à faire, etc. Et au final, en réalité, j'ai jamais eu à me poser la question, c'est une chance que j'ai eue, je n'ai jamais eu à me poser la question, j'ai jamais eu de mois où j'étais vraiment en galère en me disant comment je vais faire, quoi. Je n'ai pas eu un seul mois comme ça en 3 ans où j'étais tout seul. Mais après, parce que j'ai eu de la chance, parce que fin 2009, il y a une sorte de boule de neige, j'ai eu plein de dossiers d'une même. Mais c'est pas de la chance, c'est les fruits aussi de déjà plusieurs années de développement personnel. Il y a vraiment un contexte assez étonnant, c'est que j'ai une copine qui m'a présenté un pote à elle qui avait des problèmes en droit du travail. Ça s'est bien passé. Il me l'a donné mon nom à sa collègue, qui ça s'est bien passé, mais pour lequel j'avais pas fait grand chose au moment où elle m'a vu, qui a donné mon nom au CEO de cette société. Ils sont tous venus me voir parce qu'ils étaient en train d'être licenciés. Et donc, je me suis retrouvé avec d'un coup 10 dossiers plutôt intéressants, alors que j'allais m'installer. Et en fait, comme tout s'est bien passé, qu'il y a eu des négociations, que ça s'est fait relativement vite, je me suis retrouvé avec pas mal d'honoraires d'un coup à l'été 2010, alors que je venais de m'installer. Donc ça m'a donné un peu d'oxygène. Voilà, il y a toujours une partie de chance de toute façon dans ce métier, mais il se trouve que là, ça s'est plutôt bien goupillé, quoi. Et ces 3 ans, du coup, après? Ces 3 ans, alors. Déjà, est-ce que pendant ces 3 ans d'activité perso, vous avez un peu modifié votre terrain d'activité, décidé de plus trop prendre certains dossiers, de plus vous orienter vers quelque chose? Enfin, est-ce que vous avez un peu redessiné votre... Il y avait 2 choses. Déjà, j'ai jamais pris de droit de la famille. Tout ce qui est droit de la famille, j'en ai jamais fait à titre perso. Même dans le cadre des cabinets où j'étais, j'en ai pas fait, mais à titre perso, je n'ai jamais voulu prendre de dossier. Même quand je me suis installé, je me suis dit c'est un truc que je ne ferai jamais. Donc je m'étais dit je ferai pas droit de la famille, et j'ai continué à faire beaucoup de droit du travail, continué à faire de l'API, et du droit des marques et tout ce qui était musique audiovisuelle. Et il se trouve que là où j'ai eu aussi un peu de chance, c'est que quand je me suis installé, j'avais un de mes clients perso que j'avais accompagné quand il a créé sa société, qui a lui aussi commencé à grandir. C'est une société informatique. Ils ont commencé à grossir, et en fait, ils ont grossi en même temps que moi. C'est-à-dire qu'ils étaient 2, puis 3, puis 10. Et en fait, du coup, j'ai les accompagnés sur le social et sur l'API en même temps. Ce qui fait que, ça m'aidait aussi à avoir une certaine récurrence dans mes revenus, parce que, ils grandissaient, je grandissais. Donc ça aussi, ça m'a pas mal aidé. Donc j'ai fait un peu plus d'informatique, du coup. Parce qu'à la base, c'est quand même ma formation. Mon master, j'ai fait un master 2 assez généraliste en droit civil.
et un master 2, à l'époque c'était DESS, en droit de l'informatique. Donc, là, c'est ma formation. Donc, du coup, voilà, j'ai pu en faire de manière un peu plus importante. Et puis après, il se donne le numéro, enfin, on grossit dans le domaine, ce qui fait que, au bout des 3 ans, je faisais quasiment la moitié du droit du travail. En gros, c'était 50% du travail, 30% pays, droit de l'informatique, et puis le reste, c'était encore un peu les permis, et puis le pénal, la commission d'office et l'AJ, quoi. Que j'ai toujours continué, ça. Oui, parce que ça fait partie de... Mais le pénal, j'ai toujours fait du pénal plutôt avec les commissions d'office et avec les permanences. J'ai rarement développé ça. En tout cas, j'ai fait un peu de pénal des affaires, mais voilà, je l'ai jamais fait à outrance, quoi. Et donc, ça n'a duré que 3 ans, parce que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que, parallèlement à ça, moi, j'avais un pote que je connaissais, qui était collaborateur dans le premier cabinet où j'étais, et qui a été collaborateur dans le 3e, puisqu'il avait suivi son associé, si tout le monde suit. Et donc, lui, il s'est installé à peu près en même temps que moi, aussi tout seul. Donc, on n'était pas très loin géographiquement, nos bureaux étaient pas très loin l'un de l'autre, donc on se voyait régulièrement, on déjeunait ensemble. On s'envoyait aussi des actes à relire, parce que quand on est tout seul, la principale difficulté, c'est que si on fait quelque chose mal, on le voit pas forcément. Que ce soit des petites fautes d'orthographe, que ce soit des fois des trucs qu'on n'est pas du tout vus, ce qui peut arriver. Donc, du coup, on se relisait nos contrats, nos conclusions. Et puis, au moment, on s'est dit, est-ce qu'on s'associe? Il était partant, moi aussi. Et du coup, en 2013, on s'est associés pour créer le cabinet qu'on a monté ensemble. À l'époque, avec une 3e associée. Donc, on a pris les locaux. Et voilà, on s'est dit, c'est le step d'après, quoi. Il y a eu, autre que le fait de retrouver un exercice en commun, enfin de pouvoir, dans une même structure, s'échanger des conclusions, avoir un regard externe sur ce qu'on fait, etc., de manière plus formalisée en termes de structure. Est-ce qu'il y a aussi eu une dynamique de, je sais pas, de positionnement, qu'est-ce qu'on veut comme cabinet, enfin... En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, s'associer, c'est toujours assez structurant parce que déjà, il faut savoir comment on s'appelle. Et rien que le nom, déjà, en soi, c'est des discussions. Alors, déjà, il y a le choix des bureaux, c'est-à-dire que savoir si on s'installe dans n'importe quel quartier, savoir si on s'installe dans des bureaux modernes, pas modernes, c'est des questions idiotes, mais mine de rien, qui sont assez structurantes. Puis après, il y a la question du nom. Donc, on s'était dit, faut quand même qu'on trouve un nom qui soit commun à nous trois, mais qui soit pas forcément. On voulait créer une marque. On s'est dit, ce qui est intéressant, c'est pas que ça soit attaché à notre nom, à nous, individuellement, mais qu'on crée une marque. Non pas dans l'optique de devenir un énorme cabinet avec 500 personnes, mais juste que les clients se disent, on va en l'occurrence chez FI, la lettre grecque, parce que on avait choisi ça parce que on faisait propriété intellectuelle, droit du travail, immobilier, et on s'est dit, ce qui réunit tout ça, c'est le côté création. Création musicale, création du visuel, la création de valeur quand on est une entreprise, et la création de bâtiments quand on est dans l'immobilier. Et en fait, ce qui réunit tout ça, c'est le nombre d'or. Et le symbole du nombre d'or, c'est FI. Donc voilà, on s'est dit, ça, au moins, on pourra l'expliquer aux clients, et ça nous réunit tous les trois. C'est pour ça qu'on avait choisi ce nom-là. On voulait que les clients se disent, on va chez FI, va chez FI pour tes problèmes juridiques, plutôt que va chez un tel ou un tel. Puis on s'efface derrière cette marque-là. Et voilà, c'est pour ça. Enfin, en tout cas, c'est un sujet assez structuré. Donc en fait, quand même, le fait de s'associer, est-ce que vous voulez... Ouais, je vais voir un peu parce que... Donc... ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Je disais, le fait quand même de s'associer, ça a initié des réflexions sur qui on veut être comme entreprise, quoi. Ouais. En fait, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et ça, c'est plus un conseil que parce qu'on s'était peut-être pas assez posé quand on s'est associé. Donc c'est venu un peu après cette réflexion. Non. Le nom c'est venu tout de suite. Là, on avait quand même une réflexion, mais il y avait un mix entre on s'associe pour un peu mutualiser des moyens et pour faire quelque chose ensemble. Mais sauf que ce mix-là n'était pas très bien défini. Moi, je le faisais, et moi et mon associé, on le faisait plutôt dans l'idée de créer quelque chose et de développer quelque chose,
et notre troisième associé est plutôt dans l'idée, je pense, certes de développer quelque chose, mais surtout de mutualiser et de faire des économies. Et en gros, de faire des économies d'échelle. Ce qui fait que 3 ans plus tard, on s'est dit ça fonctionne pas, ça s'est très bien passé, mais en gros, il nous a fallu 3 ans pour aboutir à la réflexion que elle voulait plutôt dans une logique de société de moyens en fait, et que nous on était vraiment dans une logique de cabinet de création, de développement. Et donc c'est pour ça qu'à un moment on s'est dit gentiment, très cordialement, on va pas continuer ensemble parce que on n'a pas les mêmes objectifs en fait, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc mais voilà, c'est vraiment une question qu'il faut se poser avant. Et il se trouve nous on s'est associés moi je connaissais très bien mon associé parce qu'on se connaissait depuis à l'époque à peu près 10 ans, mais on se connaissait moins avec la troisième associée. Et je pense qu'en fait c'est peut-être aussi ce qui a fait que ça a pêché, c'est que il faut quand même bien se connaître quand on s'associe et bien savoir où on veut aller. C'est comme un mariage, sauf que c'est un mariage, et là on était 3, des fois ça peut être 4, 5, mais il faut vraiment bien se connaître et bien savoir où on veut aller, parce que sinon ça peut vraiment partir dans tous les sens, quoi. Et nous ça s'est bien passé d'un point de vue humain, on s'est pas tapé dessus, il n'y a pas eu de diffusion de sang, mais des fois ça peut vraiment partir mal, et c'est pas idéal, quoi. On a déjà suffisamment de choses, de stress avec les clients et avec les juges et le reste, que voilà, on n'a pas besoin non plus d'en rajouter avec les gens avec qui on travaille. Ouais. Donc cette réflexion est venue plus sur le tard. Est-ce que finalement ce conflit a été révélateur de ce besoin, ou est-ce que ce conflit au sens, pas sans drame. En fait, ça vient au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, nous on est dans une optique de se dire il faudrait qu'on se développe. Donc il faut qu'on prenne une secrétaire, il faut qu'on prenne une collaboratrice, il faut qu'on fasse ça et ça, et que face à ça, soit tout le monde est d'accord pour dire ok, ça va peut-être coûter un peu au début, mais c'est un investissement nécessaire, et puis d'autres dire non, moi je regarde mon porte-monnaie, je peux pas, etc. Et donc à un moment donné, il peut pas, ces deux logiques ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est soit on est d'accord pour investir, comme dans une entreprise où on dit on va peut-être payer un peu au début, mais pour quelque chose à la fin, ou je veux juste faire des économies, ce qui est aussi louable comme stratégie, mais qui est antinomique. C'est-à-dire que je pense qu'on peut pas se développer en tant qu'avocat sur des économies. On n'est pas, il y a des secteurs, la grande distribution, ils font leur marche sur les économies. Nous, on fait pas notre marche sur des économies, on fait notre marche sur ce qu'on investit. C'est-à-dire qu'on peut pas gagner plus d'argent, on peut pas avoir plus de clients avec moins de moyens. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, si on veut pouvoir avoir plus de clients et avoir plus de capacité à générer du travail, il faut avoir plus de collaborateurs, il faut avoir des bureaux plus grands, il faut avoir c'est aussi bête que ça. Donc comme on était dans une logique de développement, il fallait investir. Ça pouvait pas se faire par des économies. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit à un moment donné, à force d'en discuter, au bout de 3 ans, on voyait bien que c'était divergent, et voilà. Et donc elle quitte le cabinet, vous vous retrouvez tous les deux libre de faire les investissements que vous voulez faire. Vous avez pris une collaboratrice à ce moment-là? Ouais, en fait, c'est ça. Notre collaboratrice, on l'a prise. En fait, on a tous les ans eu des stagiaires ENM et élèves avocats. À part la première année où, pour le coup, on tâtonnait, mais sinon, dès 2014, tous les ans, on avait des stagiaires auditeurs de justice et élèves avocats. Donc, toujours dans l'optique de se dire, si ça se passe bien, on gardera comme collaborateur. Et il se trouve qu'en 2016, on a une stagiaire élève avocate qui était assez exceptionnelle. Qu'est-ce qui était exceptionnel? On a la même manière de travailler, mon associé et moi, la même manière de rédiger quasiment, qu'on a apprise que moi j'ai apprise auprès de mon dernier patron, et que lui il a apprise auprès du seul patron qu'il a eu. Et ça, il faut se mettre dans le moule. C'est-à-dire que quand on est élève avocat, il faut un petit temps d'apprentissage. Il se trouve qu'on a eu une collaboratrice qui les premiers actes qu'elle nous a fait, c'était pas parfait, mais c'était en tout cas d'un niveau c'était un niveau de collaborateur en fait. C'est-à-dire qu'elle était opérationnelle alors même qu'elle était stagiaire, parce que elle avait fait beaucoup de choses avant. C'est-à-dire qu'avant elle avait déjà été stagiaire dans le cabinet, donc elle avait déjà cette expérience de qu'est-ce que c'est les conclusions, qu'est-ce que c'est une assignation, comment c'est présenté, comment ça se rédige. Donc elle a déjà un peu ce vécu-là.
Donc vous l'avez gardé. Donc on l'a gardé, on l'a gardé en se disant c'est un peu un pari parce que mais de toute façon c'est souvent comme ça, on se dit est-ce qu'on a les moyens de l'apprendre, est-ce qu'on aura du travail de fournir, et puis en fait il y a eu aucun problème. On l'a gardé comme collaboratrice et ça s'est tout de suite bien passé quoi. Ouais. Donc, et alors ça fait quoi? Alors vous aviez déjà été patron finalement depuis 2014 parce que vous avez toujours pris des auditeurs de justice et des stagiaires, mais ça fait quoi de devenir patron associé? Oui, là où c'est toujours intéressant, c'est que du coup ça nous confronte à ce qu'on voulait, enfin, à ce qu'on n'a pas voulu quand on était collaborateur. C'est-à-dire que du coup on sait, en théorie, ce qu'on veut pas reproduire. C'est-à-dire qu'il y a deux théories. Il y a ceux qui ont bavé quand ils étaient collab et qui se disent puisque j'en ai bavé, il n'y a pas de raison que mon collab ou ma collab n'en bave pas autant. Et nous on était plutôt dans l'optique inverse, en espérant que ça fonctionne, de pas être comme ça, justement, d'éviter de pas terroriser les collabs sur les questions des dossiers perso. Au contraire, on est plutôt en disant faut que tu développes, faut que tu aies tes dossiers à toi, etc. Parce que ça t'apprendra aussi voilà. C'est là où la logique de dire il faut pas de dossier perso pour les collabs, c'est un peu absurde, parce qu'en réalité ça éduque au stress d'avoir ses propres clients. Ça responsabilise, c'est-à-dire que quand on est collaborateur, on peut avoir ce côté c'est pas mes clients, je m'en fous, je fais ça un peu par-dessus la jambe, c'est pas très grave, de toute façon ma rétro elle sera payée. Donc si on permet au collaborateur d'avoir ses clients et ses dossiers perso, il comprend un peu mieux la logique. Et c'est pas totalement désintéressé, mais voilà, l'idée c'est un peu ça. L'idée, je pense qu'il faut avoir comme idée, quand on engage quelqu'un comme collaborateur, que potentiellement il devienne son associé. En tout cas, ça a été votre idée à moi, ouais. Mon idée à moi, mais je pense que c'est aussi celle de mon associé, c'est que le bon cabinet, c'est le cabinet qui se développe en gardant les gens. Alors on les garde pas de force, s'ils veulent pas rester, ils restent pas. Mais un bon cabinet, celui qui va grandir, c'est celui qui garde ses forces vives, parce qu'il garde l'histoire, il garde la mémoire du cabinet, et puis les clients sont habitués à des visages aussi. Quand un client est habitué à avoir tel secrétaire au téléphone, quand il est habitué à connaître tel collaborateur, tel associé, ça l'aide à continuer à rester avec le cabinet. Donc moi, mon idée, c'est de me dire, si je prends quelqu'un comme collaborateur dans l'optique qu'un jour il soit mon associé. Après, ça se passe bien ou ça se passe pas bien, mais il a envie, il a pas envie. Mais l'idée, voilà, ça se fait pas tout de suite du jour au lendemain. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se dire, tu restes collaborateur un an, puis après on va te mettre associé sur le papier en tête. Non, mais c'est le projet. Mais le projet, et mine de rien, c'est ce qui inspire votre manière d'être avec cette collaboratrice. Donc, si on considère que son collaborateur, c'est son égal à moyen terme en tant qu'associé, et que à court terme c'est un autre avocat à qui on donne du travail, on n'a pas la même manière de le traiter que si on considère que c'est juste une petite main corvéable à merci qui vont apporter de l'argent quoi. Mais après voilà, je parle en tant que patron, je sais pas ce qu'en pense ma collaboratrice, mais en tout cas voilà, le but c'est aussi pas totalement innocent, c'est-à-dire que après le turnover n'est pas bon pour un cabinet. C'est-à-dire que quand il y a trop de gens qui rentrent, qui sortent, il n'y a pas d'historique, il peut y avoir des bourdes, parce que plus il y a de gens qui interviennent sur un dossier, plus il y a de risques qu'il y ait des fautes. Donc c'est pas non plus, c'est bon pour tout le monde en fait, que ça se passe bien. Oui, non, mais c'est un écosystème vertueux. C'est pas parce que c'est intéressé à court et à long terme pour le cabinet que c'est mal en soi c'est vertueux quoi. Quand même, est-ce qu'il y a eu justement dans ce réalignement entre ce que moi j'ai observé quand j'étais collaborateur que je ne veux pas reproduire et ce que je veux être, est-ce qu'il y a eu des moments de friction, mais personnel, pas avec elle. L'idée c'est pas de. Non. Mais des moments où vous vous êtes dit là je sais pas trop comment. Non, en fait non, pas tant que ça en fait. Il y a jamais eu de moments compliqués à gérer. Enfin, après je pense être d'un caractère facile, mon associé aussi. On a toujours voulu un cabinet sympa, où ça se passe bien, où les gens se crient pas dessus, parce que en gros on est 4, il y a des sous-locataires, on est une petite structure. Si ça commence à pas bien se passer, ça se ressent tout de suite sur tout le monde. C'est-à-dire que quand c'est un étage, il y a 4-5 étages et que c'est un gros cabinet, que quelqu'un du 4e soit pas de bonne humeur, ça se ressent pas sur les autres étages. Quand on est dans un bureau
200 mètres carrés et qu'on est 10, si quelqu'un est pas bien, ça se voit un peu plus, quoi. Et donc le but c'est que ça se passe pas comme ça. Donc des frictions, non, il n'y en a pas eu tant que ça, parce que le contrat est respecté des deux côtés. C'est-à-dire que notre collaboratrice, on lui donne un truc à faire, elle le fait dans les délais qu'on lui a donnés. C'est l'engagement de départ. On a toujours dit, les horaires, tu fais ce que tu veux. On n'est pas là pour te fliquer, te dire à 9h15, il est tard. Tu arrives à l'heure que tu veux, tu pars à l'heure que tu veux. Mais le but, c'est que le boulot soit fait, quoi. Donc, si elle me part, franchement, je crois que elle est jamais partie au-delà de 8h. Enfin, je crois qu'elle part en général à 7h. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, on a des horaires à peu près normaux, parce que voilà. Et pour le coup, quand on a vu qu'il y avait trop de travail et que pour le coup, elle commençait à être un peu sous l'eau, on a essayé de trouver quelqu'un d'autre pour la renforcer. Et une collab qui arrive au mois de septembre, donc on s'est dit, le but c'est pas de l'épuiser parce qu'elle travaille bien, de la surcharger de travail. Au contraire, c'est de continuer à avoir un bon rythme, parce que ce qui est utile, c'est la pérennité, c'est pas de presser quelqu'un comme un citron, de l'épuiser, et puis de se dire, allez hop, à la prochaine, qui sera moins cher, parce que si, c'est avec ça. Enfin voilà. Si on réagit, si on est dans cette logique-là, je pense que ça peut marcher un peu, mais ça marchera bien. On construira rien, c'est-à-dire qu'on peut rien construire sur du sable. Et vos projets maintenant? Personnel, pour le cabinet, enfin... Pour le cabinet, c'est de continuer à grandir tranquillement, c'est-à-dire que ça fait 6 ans presque, un peu plus de 6 ans même. Quand on a créé le cabinet, on était 3 associés, mon associé actuel et moi, et c'est tout. Là, on est 6 ans plus tard, on va être 2 collaborateurs, enfin 2 collaboratrices en l'occurrence. On a une assistante qui est là depuis très longtemps, on a un front seul qui va arriver aussi. Donc ça, voilà, on grossit petit à petit, on se développe à un rythme qui est bien, parce que en gros, passer de 2 à 10, c'est pas forcément idéal, parce que c'est ça. Ce qu'on a appris avec le temps, c'est que il valait mieux prendre le temps de grandir petit à petit plutôt que de vouloir aller trop vite. Voilà, déjà à 3, c'était pas simple, donc se dire que d'un coup on passerait à 10, on agrégerait plein de monde, c'est pas forcément utile. Et c'est pas forcément efficace en fait. Si c'est pour se retrouver à 10 puis 2 ans plus tard splitter parce qu'on s'est pas mis d'accord, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps de réfléchir et de trouver les bonnes, le bon mode opératoire, les bonnes personnes pour que ça se passe bien, quoi. Donc on est très content. Et puis si ça se passe aussi bien que ça s'est passé depuis 6 ans, dans 6 ans on sera encore plus d'associés, encore plus de collaborateurs, et on n'aura perdu personne en route. Donc c'est très bien. Et à titre personnel? À titre personnel, que ça continue. Moi, on a l'avantage, c'est qu'on arrive bien à équilibrer les deux. C'est-à-dire que on a de son côté, mon associé et moi, on a des enfants, on est mariés, et les enfants, ça n'a jamais été une variable d'ajustement par rapport au travail. On s'est pas dit, on va les voir quand on a un peu de temps, et ce qui fait qu'on part tôt du travail. J'ai pas de problème à dire que à 19h je suis parti, voire même des fois à 18h15 je suis parti parce qu'il faut que j'aille voir mes enfants. Donc voilà. Mais pour le coup, c'est plutôt vertueux. On court pas après l'argent. On vit très bien avec un rythme de vie très bien, sans faire des horaires de taré. Donc ça, c'est parfait parce que encore une fois, on vit très bien. On n'a pas du tout d'un point de vue économique, on s'en sort vraiment très bien, on n'a pas à se plaindre. Et en même temps, on a un rythme de travail qui est un bon rythme de travail. Sachant que j'adore ce que je fais, mais voilà, je fais 9h à 19h, je pense que c'est pas des horaires horribles pour quelqu'un qui est derrière un bureau, etc. Donc moi, ça me va très bien, et j'ai pas besoin de faire plus, quoi. Donc moi, j'espère que ça va continuer. J'espère qu'on va garder tous les gens qu'on a au bureau parce que ça se passe bien. Et puis à titre perso, j'espère que ça va bien continuer à se passer dans ma vie perso, mais il n'y a pas de raison puisque ça se passe très bien. Enfin, j'ai pas
comme je fais ce que je veux, en fait, voilà, ce qui est agréable, c'est quand on est son patron, c'est de faire ce qu'on veut. Et en l'occurrence, j'ai jamais eu l'impression d'être contraint. Non, si la seule chose que j'aimerais pouvoir faire un jour, mais je ne pense pas que je pourrais le faire tant que je serai avocat, c'est vraiment partir 3 semaines, 1 mois, loin, et sans regarder les mails et sans se Pourquoi préoccuper vous du pensez pas cabinet. pouvoir le faire tant que vous êtes avocat? Parce que c'est pas possible en fait. Même maintenant que vous avez une équipe et un associé et une collaboratrice? Je pense que faudra vraiment que ça se passe peut-être dans 10 ans, peut-être dans 10-15 ans. Quoi. Il faudrait vraiment que je sois, je vois les choses de manière très lointaine. Et je pense que c'est pas gérable. Peut-être, alors si, peut-être au mois d'août, quand il se passe pas grand-chose, mais vraiment 1 mois sans rien du tout, regarder, sans répondre à qui que ce soit, c'est quand même compliqué. Sans être un obsédé du téléphone et répondre aux mails à 4 heures du matin, je pense que les gens, ils ont besoin de contact et que si on n'est pas forcément réactif, pas forcément dans la minute, mais si on leur dit je serai pas là du 1er août au 31 août. Mais vous avez un associé, vous avez créé une marque justement pour vous dissocier de... Mais c'est compliqué. C'est compliqué, on le fait, hein. Quand on n'est pas là, on dit vous pouvez contacter ma collaboratrice, mon associé. Mais c'est quand même compliqué. Il y a la volonté de contrôler les choses. C'est-à-dire qu'on peut pas, il y a aussi le stress de se dire, il faut quand même vérifier que tout tombe, quoi. Mais je dis pas que dans 10 ans, je le ferai encore, mais là, pour l'instant, c'est ma seule contrainte et mon seul regret, c'est de pas me dire, quand je pars loin, et notamment dans des pays sympas, maintenant qu'il y a le wifi partout, non, j'ai pas me connecter, quoi. Donc, des fois, je me fais violence, je me synchronise pas, je fais pas le truc, mais il faut quand même le faire au bout de 3 jours, quoi. Donc, c'est ce regret. Mais je pense que si je ne le faisais pas, ça serait une faute aussi. Parce que maintenant, on est responsable aussi. C'est-à-dire que quand on est tout seul avec ses dossiers, on fait ses choix, on prend ses responsabilités. Mais là, on a aussi une entreprise. C'est-à-dire que mes choix ont un impact. Si je perds un client parce que j'ai pas fait ci ou ça, parce que j'étais en vacances et que j'ai pas regardé mes mails, oui, mais si votre associé ou votre collaborateur prend c'est ça, oui. Mais après, c'est là où c'est pas simple non plus, c'est que les clients n'ont pas forcément comme référentiel l'associé, et puis ils ont peut-être envie que moi je leur réponde. C'est-à-dire que sur les urgences, oui, sur les urgences, tout le monde peut suppléer l'absence de quelqu'un d'autre, mais sur du long terme, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que sur un mois entier, c'est pas simple. Peut-être que je le ferai un jour, hein, mais c'est peut-être la seule chose que je pourrais essayer d'améliorer, c'est arriver à vraiment me dire je peux partir longtemps, quelqu'un gère à ma place et je suis pas indispensable. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Et j'ai cette peur que que si je ne suis pas là, je puisse perdre quelque chose. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai en tête l'épisode du podcast Génération Do It Yourself. Non, Génération XX, où Sian Djibril a interviewé la femme qui a fondé, donc la fondatrice de Pampa, qui est une start-up de livraison de fleurs, qui marche bien. Et en fait, elles ont passé une grosse partie de l'interview à parler de comment est-ce que la fondatrice de Pampa, dont j'ai oublié le nom, s'est organisée et a organisé son entreprise et son équipe pour pouvoir prendre un vrai congé maternité où elle allait déconnecter. Et donc, vous pourrez l'écouter, hein, c'est intéressant parce que ça dure plus d'1 mois, en l'occurrence. Et elle parle vraiment de la réflexion managériale, en fait, à laquelle ça a mené, de dire, moi, je veux vraiment pouvoir déconnecter parce que quand mon bébé va naître, voilà. En l'occurrence, c'était pour une naissance. En vrai, ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi. Mais après, c'est vrai que on a un avantage, c'est que quand on est associé homme, de pas avoir à se poser ce genre de questions, parce que clairement, moi, je suis pas l'obligation de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois en congé maternité. Non, mais en dehors d'une obligation, si c'est un souhait. Après, je pense qu'il y a une autre difficulté, c'est que un médecin, il fait sa consultation dans son cabinet, une fois qu'il l'a faite, c'est réglé. Le dentiste, il fait sa consultation, une fois qu'il l'a faite, c'est réglé, il est payé, et quand il rentre chez lui, il n'y a plus de stress. Nous, et je sais pas s'il y a d'autres professions où c'est comme ça, les clients, ils vont pouvoir nous écrire le week-end, ils vont pouvoir nous appeler le matin très tôt, tard le soir, ils peuvent nous écrire n'importe quand, et ils s'attendent peut-être pas à ce qu'on leur réponde le même jour quand ils nous écrivent le samedi, mais ils s'attendent à ce qu'on leur réponde. Et
c'est compliqué et c'est des tâches qui sont difficiles à déléguer. C'est-à-dire que si je livre des fleurs, je peux mettre en place des processus pour déléguer certaines tâches et ne me garder que le vrai opérationnel décisionnel important. Si je suis fondatrice d'une société et que voilà. Mais là, en l'occurrence, déléguer des choses, c'est beaucoup plus complexe parce que déjà, on va devoir faire du sur-mesure. C'est-à-dire que certains clients, on pourra dire, vous allez avoir telle interlocutrice pendant 1 mois, mais tel autre client, on peut pas parce que c'est des clients qu'on a depuis 10 ans, 15 ans, qui nous connaissent nous et qui peuvent pas, qui verront pas forcément bien d'avoir quelqu'un d'autre au téléphone sur des sujets. Et donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. C'est un peu ce qui est on va dire le point négatif de notre métier, c'est le fait qu'on n'ait pas la possibilité, il n'y a pas de taylorisation de notre métier en fait. Malgré tout ce que disent les legal tech, etc., il y a certaines choses qu'on peut automatiser, mais on peut pas automatiser la relation avec le client. Oui, mais d'un autre côté, moi maintenant je suis cliente de cabinet d'avocats avec Fleur d'Avocat et je fais 100% confiance au cabinet avec qui je travaille pour que si l'avocate qui s'occupe de moi principalement, elle s'absente, en fait mon dossier sera traité par quelqu'un qui est également compétent. J'en ai une confiance absolue en fait. Oui. Mais... Donc mais c'est intéressant parce que maintenant je vois le métier de l'autre côté après l'avoir moi-même exercé et mais après c'est aussi une vision. Mais après c'est à chacun de savoir à quel point est-ce que vous connaissez les coulisses, c'est-à-dire que les clients qui sont pas du tout avocats ou juristes et qui connaissent pas comment ça fonctionne, des fois quand ils disent moi mon avocat c'est tel gros cabinet avec des étoiles dans les yeux, je préfère prendre tel gros cabinet parce que c'est un gros cabinet. Alors on est confraternel, on leur dit. Mais la réalité, c'est que s'ils vont voir tel gros cabinet, pour le coup, il y a une vraie taylorisation qui se passe parce qu'il y a l'associé qui va avoir en charge la relation client, puis après il va y avoir le collaborateur senior, le collaborateur junior, le stagiaire qui vont à chaque étape du truc faire une partie du travail. Mais quand même, in fine, il y a quand même quelqu'un qui va avoir la relation client en direct. Et ça, c'est plus compliqué. Si le client, il est rassuré sur le fait que c'est une personne d'égale qualité en termes de prestations intellectuelles. Parce que, in fine, ce qui l'intéresse le client, c'est d'être défendu au mieux, que ce soit défendu, conseillé au mieux. Et donc, voilà. Mais je soulève ça parce que vous avez parlé de voilà. Mais en fait, je suis d'accord. Je pense que ça dépend vraiment des clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients, si on leur dit, mais c'est aussi ce qui est difficile de notre point de vue, c'est arriver à se mettre à la place d'eux. C'est-à-dire que ce qui est le plus difficile, c'est de voir quelle est la perception qu'on donne de nous. Et de manière générale, que ce soit quand on se présente à un client qui est un prospect, quand on fait le premier rendez-vous, savoir comment il veut nous percevoir, comment nous on va être perçus, et quel discours on va lui tenir, être commercial. Mais après il y a être commercial, puis après il y a aussi son éthique personnelle, c'est-à-dire celui qui va vouloir dire ce que le client veut entendre, celui qui va lui dire, qui va être un peu plus conseil en disant ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, etc. Et il y a comment on est perçu. Et il y a des clients qui vont pas forcément bien percevoir si on leur dit. En tout cas, nous, on sait pas. Moi, si je fais un rendez-vous avec ma collaboratrice, comment le client il perçoit la collaboratrice, il y en a certains, ils pensent que c'est l'assistante. Vous leur avez posé la question? On leur pose vraiment la question, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant, mais la question de l'indispensabilité. Vous êtes indispensable, mais à quel point est-ce que vous êtes pas substituable et à quel point c'est intéressant ou pas intéressant c'est pas le mot, mais à quel point c'est important ou pas pour le client. C'est intéressant. Finalement, c'est une inconnue, c'est une projection que le client. Il y a de ça, et puis après il y a le client qui vient pour soi, et puis on ne sait pas s'il vivrait bien le fait de dire votre interlocuteur parce que clairement ça m'arrangerait de pouvoir dire pour tel et tel dossier c'est ma collaboratrice qui est en charge du dossier, s'il y a quoi que ce soit en cas de problème je suis là, mais sinon votre interlocutrice c'est elle. Je le fais pas parce que je ne sais pas dans quelle mesure ça serait bien pris ou mal pris par les clients. Et après il y a aussi le fait que je ne conçois pas le fait que j'ai pas un regard sur ce qui va être fait, c'est-à-dire que mon rôle à minima, c'est de contrôler ce que fait ma collaboratrice. Le jour où elle sera associée, ça sera plus mon problème, mais tant qu'elle est ma collaboratrice, j'ai un rôle à la fois de formateur et puis de contrôler ce qu'elle fait. Elle fait pas forcément beaucoup d'erreurs, mais elle peut en faire et puis on discute de la stratégie. Bien sûr. Mais c'est vrai que et la signature, c'est celle du cabinet, donc c'est normal, etc. Bien sûr. Mais voilà,
Et c'est en ça que, pour le coup, le fait de faire monter ses collaborateurs comme associés aide aussi. C'est-à-dire que, pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Peut-être que dans 10-15 ans, ça sera. Parce qu'au bout d'un moment, si on garde ses collaborateurs, qu'on les fidélise et qu'ils deviennent associés, des vrais associés, pas juste sur le papier pour faire joli, on peut petit à petit se détacher un peu plus du côté relation avec chacun des clients et plus faire du développement. Et parce qu'ils ont bien compris que c'était pas l'assistante qui était juste là pour prendre des notes, mais que c'était vraiment quelqu'un d'important qui est aussi compétent. Ça, on le voit au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ils comprennent que à force de rendez-vous, à force d'audience, où les collaborateurs et les collaboratrices font des audiences, ils comprennent que c'est un peu plus que juste des sténos. Mais c'est vrai qu'au début, certains clients, votre assistante, on les regarde, on leur dit non, c'est des avocates comme moi. Et quand ils sont pas juristes ou avocats eux-mêmes, ils comprennent pas forcément. En attendant ce voyage hypothétique, peut-être dans le futur, quelles sont vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, c'est un peu cliché, mais c'est quand même mes enfants, ma femme. C'est surtout un peu des guides, c'est-à-dire qu'on essaie d'être, c'est un peu les miroirs, quoi. On a sa propre éthique, puis quand on a une famille, c'est aussi eux qui nous renvoient quelque chose. Donc on n'a pas, voilà, quand on progresse, on a envie qu'ils soient un peu fiers et contents de ce qu'on fasse et qu'on soit de notre côté, qu'on soit content de l'image qu'on leur donne. Donc du coup, c'est en ça que c'est des sources d'inspiration. Après, d'un point de vue un peu moins pathos, source d'inspiration, c'est ce que je lis, ce que je regarde. Voilà, c'est un peu tout. Un livre, par exemple, qui vous a marqué dernièrement? Alors, avec les gamins, c'est très compliqué de lire des vrais livres. Donc maintenant, je lis beaucoup de BD, mais des BD sérieuses. Voilà. Donc le dernier truc que j'ai réussi à lire d'un bout à l'autre, c'est j'adore les monstres, je crois, d'Émile Faris, qui est c'est pas une source d'inspiration pour le coup, mais qui est vraiment un truc très très particulier parce que c'est à la fois une BD, mais c'est plus enfin c'est pas une BD au sens Gaston Lagaffe. Il y a une vraie histoire, c'est assez lourd, ça parle de plein de choses. Il y a de la BD sérieuse, hein. Ouais, mais ça parle de plein de choses très variées. Il y a des histoires dans les histoires et bon après c'est pas une découverte puisque ça a eu le Fauve d'or d'Angoulême je crois l'année dernière, donc c'est quand même un truc assez connu. C'est le dernier truc que j'ai lu d'un bout à l'autre. Et qui vous a plu. Voilà, qui m'a plu et puis oui, qui donne un peu l'impression de se sortir la tête de l'actualité, quoi. Donc je lis des revues, des choses comme ça. Je commence à écouter de plus en plus de podcasts parce que c'est vrai que dans les transports c'est intéressant. Et votre dernière joie? Ma dernière joie, alors personnelle ou professionnelle du coup? Au choix. Ma dernière joie, mon dernier sourire, c'est j'ai mes gamins qui chantent, ils sont petits, ils ont 4 et 6 ans, et en fait ils chantent les trucs à la mode du top 5, enfin pas du top 50, mais en gros les top 10 heures, qui sont les trucs de dance, et du coup c'est assez marrant parce que voir un gamin de 6 ans qui fait sexy raffiné, chaud chocolat, ouais, on s'y attend pas en fait, c'est surtout que sexy raffiné dans la bouche d'un enfant de 6 ans, quand on l'a pas vu venir, c'est un peu bizarre. Et ma fille de 4 ans qui parle turc, parce que je sais plus, il y a un single avec des couplets en turc. Voilà, c'est assez, sur le coup, c'est un peu curieux, mais ça m'a bien fait rire, donc voilà, ma dernière joie, c'était ça. Et que portez-vous sous votre robe? Alors, idéalement des vêtements, parce que nu, je crois que c'est pas possible. Enfin, je sais pas si quelqu'un a testé, mais je crois que c'est compliqué. Qu'est-ce que je pense? J'essaie de faire ma réponse un peu, pas, pour pas faire un truc un peu grandiloquent, mais sous la robe, je suis, ça on le dit pas assez, mais sous la robe, on a chaud. Mais c'est une bonne chaleur, c'est-à-dire que, voilà, on a chaud. Voilà, là, ce que je porte sous ma robe, c'est l'odeur de ma sueur. C'est pas très ragoûtant et c'est pas très, mais je pense que tous les confrères et les consoeurs qui ont un jour ou l'autre mis une robe, je parle pas de ceux qui l'ont porté une fois pour prêter serment, mais ils savent ce que c'est que d'avoir une robe qui pue la sueur,
quand on a passé 1 heure ou 2 à plaider sur, d'ailleurs que ce soit du pénal ou pas du pénal, hein, mais quand on s'est un peu écharpé avec un confrère, quand on a essayé de démontrer un truc à un juge et on avait son costume, sa robe, sa chemise, etc. Et voilà, je porte l'odeur de la sueur de ma robe après que j'ai plié. Donc c'est l'odeur du métier, quoi. Voilà, c'est l'odeur rance de la frustration. Ou alors le parfum exquis de la victoire, ça dépend en fonction de la décision. Merci beaucoup Merci. d'avoir été mon invité sur Fleur d'Avocat.